Bonsoir à tous. C'est avec un extrême plaisir que je vous accueille à cette troisième conférence. Mon discours va être extrêmement bref. Ne paniquez pas, celui de mon ami Gérard Beckerman aussi. Je voulais simplement vous remercier d'être là. Vous êtes la preuve que notre idée de base était apparemment bonne. Et je vais maintenant laisser le soin à Gérard Beckerman, président de l'affaire, de présenter notre invité, que je remercie évidemment par la même occasion, la présidente d'Ardian, Madame Dominique Sénéquier. Merci, cher professeur. Alors, c'est un honneur et un plaisir d'accueillir Dominique Sénéquier. Dominique, n'écoutez pas ce que je vais dire. C'est une femme admirable, c'est une femme merveilleuse, c'est une extraordinaire professionnelle. Et ce matin, j'étais à une réunion, une interview pour un grand journal de la presse financière. Il y avait 5 ou 6 assureurs. Et l'un m'a suggéré une idée, et je me suis proposé de la rappeler ce soir. Aujourd'hui, l'épargne est très mal rémunérée. Il y a même des investisseurs qui acceptent des taux négatifs. Et quand je mesure que le montant des provisions mathématiques, c'est-à-dire l'épargne des compagnies d'assurance, s'élève à 1600 milliards d'euros en France, quand je mesure que tous ces institutionnels commencent à avoir peur vis-à-vis de la liquidité qui rémunère pratiquement à zéro, eh bien je me dis qu'il y a aujourd'hui des opportunités extraordinaires avec du papier non coté. Au pire, nous n'aurions pas zéro comme les liquidités. Et au mieux, il y a là un gisement extraordinaire des opportunités d'investissement pour tous les institutionnels. Et en ce qui nous concerne, à l'affaire, nous avons donné un petit exemple qui n'est qu'un début, car je souhaiterais que l'ensemble des compagnies d'assurance jouent le jeu encore plus massivement. On s'intéresse à l'épargne en amont, il faut qu'on s'intéresse à l'épargne en aval. Le private, c'est quoi? C'est la petite entreprise, les jeunes, l'emploi, l'investissement et la croissance. Dans la durée, on sera gagnant avec le private equity. Je suis fier et heureux d'accueillir Dominique Sénéquier. Bon, merci déjà de votre accueil, merci beaucoup. Je vais bien évidemment sortir un petit peu des slides pour que ce soit très vivant, et puis je vais demander à une jeune qui est dans mes équipes actuellement de lever la main au bout de 42 minutes pour que je ne m'éternise pas trop. Alors, on vous a fait une petite présentation qui est un peu plus axée sur un cas d'une entreprise qui n'est pas franchement une PME, qui est plutôt ce qu'on appelle une GME. Et ce cas est assez intéressant parce qu'il est passé par la crise financière. Et c'est pour vous montrer tous les écueils et en même temps tous les succès qu'on peut avoir en investissant au sommet des valorisations et au début de la crise, et comment on s'en sort finalement très très bien. Voilà. Alors, on va passer. Donc, qui est Ardian? Ardian est une société d'investissement. Alors, on ne peut plus franchement dire que nous faisons que du private equity, parce que private equity, comme le disait Gérard, c'est donc en opposition à public equity, qui sont les equity cotés sur des marchés réglementés, des marchés de stock exchange. Et donc, comme on fait aussi de l'infrastructure, en fait, de plus en plus, la grosse terminologie pour les sociétés qui sont aussi grosses que les nôtres, c'est véritablement des sociétés d'investissement. Certes, leur spécialité, c'est plutôt, bien évidemment, et même 95%,
des investissements en dehors de la bourse. Alors, nous sommes devenus au fil des temps le 7e du monde, et on est très fiers de ça, parce qu'on est de très loin le premier né en Europe, en tout cas, et on est derrière 6 Américains, qui sont très connus aussi, vous connaissez leur nom par cœur, Blackstone, KKR, mais notre grande spécialité, en plus de toutes, c'est d'être né à Paris, et ça, je crois que personne ne comprend comment c'est arrivé un phénomène pareil. Voilà, faire le 7e du monde en étant né à Paris, je pense que les Américains n'ont toujours pas compris comment on est arrivé là, moi non plus d'ailleurs, vous allez voir comment. Alors, on a donc de l'infrastructure, on fait aussi de la dette. Quand Gérard parle de private equity, il faut savoir qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde bancaire, eh bien, il y a un énorme volume. Je vais vous donner un chiffre, 80% des volumes de la dette privée, c'est-à-dire non cotée, se fait par des fonds comme les nôtres et non pas par les banques. C'est très important. Quand je vous dis 80% aujourd'hui, c'était 15% il y a une dizaine d'années. Donc le marché est complètement déstructuré. Les prêts aux PME, aux GME sont faits par des fonds et non plus par les banques. Ça, c'est notre histoire. Alors c'est une histoire de développement, c'est une histoire entrepreneuriale. Je vais vous dire que comme on a fait ça très vite, on a créé ça en 96, on fêtera notre 20e anniversaire l'année prochaine, et je ne vais pas vous donner toute l'histoire, mais c'est clairement une histoire entrepreneuriale, et ce n'est qu'aujourd'hui, je dirais 20 ans après, que je commence à me poser des questions entrepreneuriales, en me disant mais pourquoi ça a marché aussi bien? Voilà, alors je vais vous conseiller J'ai beaucoup de respect pour l'expérience et beaucoup de respect pour les gens d'un certain âge. Alors je vais vous conseiller cette lecture d'un grand japonais, Kazuo Inamori. Vous savez, c'est un monsieur qui a 75 ans, 70 ans. Il a redressé Japan Airlines. Donc vous qui êtes tous des jeunes, ça fait un grand avenir parce que redresser en plus une grande société d'aviation, c'est pas tellement facile. Et sa méthode de management, moi je le lis parce que je me dis mais parce qu'on a quand même bien réussi, qu'est-ce qu'on a fait qui est dit dans ce livre et puis surtout qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait qui est dit dans ce livre. Donc je ne donnerai pas la réponse, ça serait trop long, ça sera une autre conférence quand j'aurai bien étudié ça. Voilà. Alors, on s'est levé, on a saisi un entrepreneur. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce bouquin. C'est très biologique. Je dis toujours, un entrepreneur, c'est comme des cellules qui s'agitent dans tous les sens. Vous ne pouvez pas les arrêter. C'est biologique. Un jour, on démontrera que c'est biologique, en fait. Et donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils se débrouillent avec les réglementations, avec tout ce qu'il y a, mais ils foncent. Nous, on sait qu'il y a beaucoup plus de réglementations dans la finance, mais on continue à avancer, on continue à lever plus d'argent, à investir dans de plus nombreuses entreprises. On se soumet à toutes les réglementations, mais comme on a envie d'être gros, d'être performant, de recruter, vous verrez un slide où on est à, je ne sais pas, 330, mais on me dit qu'on sera 385 quand même en fin d'année 2015. Donc on est quand même une société à très forte croissance. Chaque année, j'essaie de contenir les embauches, on n'y arrive pas. Pratiquement, on a 45 embauches de plus chaque année. Donc pour tous les jeunes et tous les jeunes comme vous aussi qui sont dans la finance, venez chez nous, on est très content de recruter des personnes dynamiques avec la tête bien faite et qui sont travailleurs. Voilà, on a 10 bureaux dans le monde. Alors, qu'est-ce que c'est le private equity? Je pense que tout le monde le sait, on vient de le dire. C'est l'investissement dans des entreprises non cotées. Vraiment, souvenez-vous ça, public equity, private equity, c'est donc non coté. Et le plus souvent, et ça c'est très très important, pourquoi ça marche? Eh bien, le deuxième bullet point vous le dit, parce que ce sont des actionnaires majoritaires. Ça fait toute la différence par rapport à la bourse, où vous n'avez que des petits actionnaires, et en fait, où très généralement, les équipes ne rendent compte finalement, il n'y a pas de contre-pouvoir, ils ne rendent compte à personne. Là, il y a vraiment un actionnaire majoritaire, et quand on parle de fonds, vous avez vu dans la première slide, je vous dis qu'on gère 30 milliards en fonds de fonds, c'est une activité où on donne de l'argent aux autres gérants, ou alors on est le numéro 1 mondial dans ce qu'on appelle l'activité secondaire, qui consiste à racheter des portefeuilles de private equity mûrs, mais on fait ça aussi maintenant pour des fonds d'infrastructure. On rachète ça à des grandes banques, des institutions, des fonds de pension qui vendent. Alors ils vendent parce que soit ils en ont trop, soit ils changent de stratégie, soit ils sont pas en très bon état, comme vous le verrez les banques en 2008. On a fait des très grosses acquisitions. On a acheté les portefeuilles de Bank of America, de Citigroup, de JP Morgan, de toutes les banques, même ceux qui disaient qu'ils ne vendraient jamais, on les a achetés.
Et on les a achetés avec des profits considérables parce qu'on savait ce qu'on achetait. Et on savait ce qu'on achetait parce que nous, on analyse les entreprises tout en bas. C'est-à-dire qu'on fait fi de toutes les structures. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les structures réglementaires du private equity, on pourrait dire que c'est une sorte de SICA, vous voyez, des fonds. Mais moi, j'enlève les fonds dans ma tête, j'enlève tout ça. In fine, nous savons que ce que nous acquérons, ce sont des entreprises non cotées dans le monde entier. Et ces entreprises, en fait, les gérants qui les ont de manière majoritaire. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai plan d'entreprise à long terme avec les entrepreneurs. L'immense différence, c'est que quand un fonds de private equity investit dans une entreprise de manière majoritaire, il fait un plan à 5 ans, à 10 ans. Il n'est absolument pas là pour regarder les quarterly reportings. Bien sûr, on regarde même tous les mois les résultats des entreprises, mais le plan initial qui est fait avec les équipes est un plan à long terme. Voilà. Alors, j'ai dit tout ça, d'accord. Les rendements qu'on espère, eh bien, c'est 15-20%. Et ces 15-20%, finalement, moi, ça fait déjà 27 ans que je suis dans ce métier-là, on a toujours fait ça. Voilà, parce que c'est notre modélisation. On n'investit que quand on voit que le plan d'entreprise nous permet de faire 15 à 20%. Et quand on fait ce plan d'entreprise, croyez-moi, il est très volontaire. On le suit tous les trimestres avec l'entrepreneur. Il consiste à se développer dans d'autres pays. On en parlait avec quelqu'un qui est là. On se développe au Moyen-Orient, on se développe en Chine. On fait des acquisitions dans des bleds perdus aux États-Unis. Quand justement les États-Unis vont mal, on achète des entreprises aux États-Unis. Et en ce moment, comme c'est l'Europe du Sud qui souffre, on achète en Europe du Sud. Il faut toujours, ça c'est un principe de finance de base, il vaut mieux acheter quand ça va mal que quand ça va bien. Voilà, c'est tout à fait, c'est ce que je réponds en tout cas, et ce que je dis à mes clients quand ils m'interrogent sur l'Europe. Je leur dis, c'est pas quand l'Europe sera au sommet que vous allez investir en Europe. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Les facteurs de réussite, bien évidemment, on a des cracks. Alors c'est toujours... moi j'ai été élevé, quand j'étais rentré dans le groupe AXA, je me souviens, c'était le moment où ils ont acheté l'UAP et ils disaient, j'ai vu que vous aurez Nicolas Moreau, vous pourrez lui dire, vous lui demander si ce que j'ai dit est vrai, mais je pense qu'il dira, il est plus jeune que moi, mais il doit s'en souvenir. Les gens disaient, on a une société d'asset management, là ça s'appelait AXA Investment Management, mais on ne veut pas des stars. Bon. Moi, je veux dire, j'accepte les stars. Franchement, ça m'est égal. Moi, j'aime bien les stars. C'est plus difficile à manager, c'est plus fatigant pour moi. Mais sincèrement, j'ai rien contre les surdoués. Voilà, je vous le dis sincèrement. Je suis honnête. Hein. Bon, comme ça. Donc, je les accepte. C'est très fatigant. Mais cela dit, c'est quand même le fait qu'on n'est pas arrivé 7e du monde comme ça. On a beaucoup d'ESSEC, ça va vous faire plaisir. On a beaucoup de jeunes ESSEC extrêmement brillants qui sont arrivés chez nous en stage et qui ont fait toutes les marches, et il y en a un à 37 ans, il était déjà directeur général de la boutique, et il est extraordinaire. Alors, on a donc... tout ça, vous pouvez lire, et puis de toute façon, la présentation n'est pas confidentielle, donc je préfère vous raconter des choses. Si vous voulez la présentation, vous l'aurez. Voilà. Alors, le cas Diana, qu'est-ce que c'est? Diana, c'est une entreprise dans le pet food ingredients, d'accord? Donc c'est une entreprise qui fait des sortes de petits ajouts, mais des ajouts essentiels dans les aliments pour chiens et chats, ok, pour leur donner plus de saveur et pour le fait que le chien ou le chat, il va décider qu'il aimera plutôt cette nourriture qu'une autre. Quand on a acheté cette entreprise, on l'a acheté, je vous l'ai dit tout à l'heure, au sommet, en juillet 2007, donc au sommet des valorisations d'entreprise. Et elle avait déjà 2100 employés environ. Alors ça, c'est peut-être, la vision 2013. Donc c'était une entreprise relativement ancienne. On savait que le secteur était un beau secteur. Hein. Tout ce qui est... Il faut savoir que... on ne sait pas pourquoi, mais c'est même vrai en Chine, il y a un regain d'amour pour les animaux de compagnie qui devient colossal. Alors c'est un transfert par rapport au monde virtuel dans lequel je ne suis pas là pour un cours de psychologie, parce que d'abord je suis nul là-dedans, mais en tout cas c'est sûr que tout ce qui est business autour des animaux de compagnie marche très très bien. Et donc, nourriture pour chiens et chats, alimentation aussi pour bébés, c'est-à-dire évidemment, ce ne sont pas les mêmes ingrédients, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et puis évidemment, des ingrédients, parce qu'il y a de la recherche en fait un peu chimique, des ingrédients aussi pour la cosmologie, ça va ensemble. Donc c'était un très beau groupe.
Alors, on savait quand même, on n'était pas tout à fait stupide, on savait qu'en 2007, et c'était déjà vrai fin 2006, les prix étaient au moins 10 fois, 11 fois l'EBITDA, c'était élevé, et donc on savait que c'était plutôt cher quand on l'a acheté, même s'il y avait tous les ingrédients pour faire une belle société. Alors, on l'a... je vais passer sur ça, il y a trop de choses. Donc la thèse d'investissement initiale, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? On sait que le secteur croît, d'accord? Les extraits naturels aussi. On savait qu'il y avait des petites sociétés complémentaires au Chili, au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Donc un projet qu'on aime bien, où on voit aussi qu'en faisant des petites acquisitions ciblées, on peut augmenter quelquefois l'EBITDA de 30-35%. Donc, nous, on avait une bonne connaissance. On préfère toujours, évidemment, les sociétés qu'on connaît, ou bien où il y a un membre de notre équipe qui a connu le président. La familiarité dans l'approche des investissements n'a rien, je vous le signale, de scientifique. Rien. C'est une approche de compétence, c'est une approche d'expérience, c'est une approche humaine où on a connu les dirigeants, s'est fait des opinions, mais c'est rarement une approche basée que sur des chiffres. C'est très très important. Alors, voilà nos prévisions initiales. Et retenez bien l'EBITDA de 2007, vous voyez, 61,7 et 2008, 72,3. Voilà notre prévision initiale. Et on achète donc en juillet 2007. Tout allait à peu près bien, si vous vous en souvenez, jusqu'au mois de juillet, seulement jusqu'à ce qu'on achète. Et puis c'est là qu'a commencé véritablement la crise des subprimes. Alors vous voyez, comme les acquisitions étaient faciles, puisque vous voyez ce volume qu'on appelle Covenant Light, c'est-à-dire ce que les banques, et les banques américaines, mais aussi les banques européennes, comme la RBS en particulier, qui a fait faillite après, étaient prêtes à donner comme volume de crédit, ce qu'on appelle LBO. Covenant Light, ça veut dire avec très très peu de contraintes. Donc vous voyez que même si on a acheté cher, je vais vous dire aujourd'hui, on avait payé à l'époque 700 millions d'euros, on avait à payer à peu près 10 fois l'EBIT, d'accord? Vous verrez à quel prix on l'a vendu plus tard. Mais on a eu de la dette pour à peu près la moitié de ça, voilà. 710 le prix d'acquisition, les coûts de transaction, 735. On a mis 218 millions et on a eu de la dette pour 415 qui a été prise par deux banques, une banque britannique et une banque française. Par souci de confidentialité, on ne vous dit pas les vrais noms. Et elles ont pris cette dette, elles l'ont prise 50% chacune, d'accord? Le marché s'est retourné 15 jours après. Elles avaient l'intention de le syndiquer, elles n'ont pas pu le syndiquer, se sont retrouvées avec, comme on dit, collées avec cette dette. Et avec des conditions qui étaient les conditions les plus favorables qu'on ait jamais eues en dette LBO. Je crois que c'était à peine 200 points de base. Et donc, 3 semaines après, ils sont venus en nous disant « il faudrait que vous fassiez un effort sur la dette ». Donc, en fin juillet 2007, vous voyez que dans notre grande largesse, j'ai dit à mes collaborateurs, vous savez, on retrouvera toujours ces banques dans nos vies, donc cédez tout de suite, c'est même pas la peine d'hésiter, c'est comme si vous faites la connaissance de votre gendre, c'est pas la peine de dire un jour, il n'est pas terrible, parce que ça se souviendrait toute la vie. Donc là, pour 50 points de base, vous y allez et vous dites, on vous donne ça tout de suite. Ils sont très contents, j'espère qu'il n'y a pas trop de banquiers dans la salle. Et, ils sont très contents et franchement, ça ne change pas la face du monde pour le LBO. Et là-dessus, alors là, je vais passer aussi, parce que si je vous raconte la crise financière, on n'a pas fini. Mais ça vaut le coup, j'ai fait une conférence à Harvard là-dessus. C'était une crise gigantesque, colossale, avec des faillites bancaires, comme vous le savez, nombreuses. Il y avait Northern Rock, un peu dans toutes les... Il y a eu ABN AMRO, il y a eu bien évidemment Lehman Brothers, et tout a été complètement upside down. Vous vous en souvenez,
ce monsieur-là de Citigroup, le président, vous savez, il avait été interviewé, on lui disait « Mais monsieur, vous faites des crédits ». Il faisait partie, vous savez, des 217 milliards là, que je vous ai montré, cette pointe. Vous faites des crédits, mais est-ce qu'on pas un peu un risque? Il a dit écoutez, c'est la danse en ce moment. Quand il y a la danse, il faut danser. Voilà. Enfin, 3 mois après, il n'avait plus son job. On est en 2008. Alors en 2008, et pendant ce temps, on avait toujours Diana. On avait donné nos 50 points de base, puis on attendait que la crise se passe. Vous voyez tout ce qui se passe. Je vous dis, vous aurez la présentation si vous la voulez. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, évidemment, comme dans les crises, en général, il y a un morceau, mais il y a d'autres choses qui se passent mal. Ce qui s'est mal passé, c'est qu'on a eu malheureusement une augmentation importante des prix des matières premières. Et au malheur, vers l'automne 2008, on révise notre EBITDA à 58 millions. Et là, évidemment, la banque, ce n'était pas une question des 50 points de base, elle a commencé à prendre un petit peu peur. Donc, comme notre dette avait des covenants, on s'est dit, on va effectivement avoir un problème de covenants. Et donc, on a commencé à négocier avec la banque, mais bon, on voyait très bien que, si vous voulez, il y avait d'autres entreprises où l'EBITDA avait baissé de 50%, de 80%. Donc moi, avec moins 10%, je me disais on doit être dans les meilleurs de la classe sur Diana, donc je ne me faisais pas tellement de soucis. Eh bien, j'avais bien tort. Parce qu'un banquier qui a peur, c'est un banquier qui a peur, ça je peux vous le dire. Donc, on se dit, on va faire une injection de capital, on va leur donner une pique et puis on va mettre un peu plus d'intérêt, on va refaire un swap de leurs dettes, on va les mettre actionnaires. Et eux nous disent, non, écoutez, vous êtes gentils, on va vous liquider à zéro, vos 220 millions valent zéro. C'est-à-dire, votre entreprise, elle vaut ma dette, il me disait, elle vaut ma dette, et donc on va finalement utiliser le gage qu'on a, on va demander à Goldman Sachs, c'est pas une plaisanterie, c'est vrai l'histoire que je vous raconte, on va donner un mandat à Goldman Sachs, on va vendre, vous avez zéro, et nous, on récupérera au moins notre dette, d'accord ? Alors moi je leur dis, écoutez, vous êtes gentils, mais ça ne va pas se passer comme ça, parce que c'est pas parce que la société elle a moins 10% qu'elle vaut moins 50%. Voyez, donc je leur dis, non, le banquier m'invite à prendre un verre, c'était au mois de juillet, je lui dis non, il n'y aura pas de mandat, je vous assure qu'on va se débrouiller autrement, on va se mettre autour d'une table et on va négocier, parce que sinon on va se fâcher très fort tous les deux. Alors effectivement, on a fait une contre-proposition. Alors, je ne vais pas aller tout de suite là. On fait une contre-proposition qui, évidemment, n'est pas acceptée. Et vous savez que les jeunes comme vous et les jeunes brillants, ils aiment bien se débrouiller tout seuls, ce qui les honore. Mais à mon âge, de temps en temps, on a compris que dans la vie, on a besoin un peu de l'aide à droite, à gauche, derrière. Enfin, ça fait du bien de se sentir soutenu, quoi. Et donc, je leur dis, écoutez, avec un banquier aussi raide que vous avez là, vous n'allez pas y arriver. Parce que l'autre était en faillite depuis. L'autre, qu'on n'a pas nommé, le Britannique, était en faillite. Donc là, ça ne répondait plus au téléphone, on n'arrivait plus à le trouver. On cherchait à racheter sa dette avec une décote, mais même pour ça, ça ne répondait pas. Puis on pense que l'autre banquier l'appelait pour lui dire surtout, tu ne vends pas la dette à Ardian avec une décote de 60%, parce que là, on est mort. Jamais ils vont lâcher cette entreprise. De toute façon, on ne l'a jamais lâchée. Et donc... Arrivé là, je leur dis, vous savez, il y a un monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy, il est président de la France, il a compris que c'était une dette un peu forte, une crise un peu forte, excusez-moi, et il a donc décidé de créer un poste qui s'appelle la médiation de crédit, et il avait nommé René Ricol. Je leur dis, vous savez, c'est fait pour ça. La médiation de crédit a été créée pour justement que s'il y a des problèmes, puisqu'il n'y avait pas que nous, il y en avait des problèmes bien gigantesques en France, parce que la médiation de crédit a sauvé 25 000 entreprises quand même en France, ça c'est pas dit. Hein. Et elle existe toujours d'ailleurs, ça existe toujours. Bon, la crise est moins violente actuellement. Et donc, je leur ai dit, allez voir. Et effectivement, ce qu'on n'avait pas réglé avec le banquier, c'est réglé en, je dirais, 5 semaines. 5 semaines, c'était réglé dans une solution qui était extrêmement favorable. Voilà, donc ça vous le savez par cœur. Alors, on avait changé le CEO, mais ça, le pauvre CEO, en fait, on devait avoir un CEO qui arrivait
au moment où on a repris l'entreprise, ça aussi, j'insiste, c'est très important parce que pour nous, on n'investit pas si on pense que l'équipe n'est pas bonne. Ou alors, on sait qu'on va la changer. Et puis, malheureusement, on a eu un désistement, la personne n'a pas pu partir. Et donc, on a gardé pendant 6 mois, 1 an, le CEO qu'on a eu au moment de l'achat. Et heureusement, Olivier Kex, qui est devenu très proche de nous, est arrivé au moment où il y avait ces discussions avec les banques et il a été d'une résistance extraordinaire parce que vous faites de la finance. Alors il faut quand même qu'on vous le dise, c'est quand même des négociations viriles, entre guillemets, et c'est des négociations qui ne sont pas toujours sympathiques. Donc vous pouvez vous faire trahir à tous les moments. C'est pas un long fleuve tranquille, le business dans lequel vous rentrez. Il ne faut pas croire que parce que vous avez une cravate, que ça va très bien se passer. C'est pas ça du tout. C'est la guerre comme ailleurs. Et donc, la banque, qu'est-ce qu'elle a fait, la banque? Eh bien, la banque, elle a dit « Ah, bah écoutez, monsieur Kex, vous venez de notre côté. Les gens d'Ardian, vous les oubliez. Et puis, vous venez, et puis nous, on rachète avec 450 millions, puis on va vous donner un intéressement à partir de 450 millions, ce qui est quand même mieux que d'avoir un intéressement sur la plus-value à partir de 700. » L'homme a été remarquable. Il a tout refusé et il est resté avec nous. Je vais aller plus vite. Là, on est reparti sur la croissance avec cet homme et puis un petit redémarrage après la crise. On a acheté cette build-up. Notre dette, vous le voyez, elle est passée de 6,3, elle est passée à 3,7. On a fait plein d'acquisitions. On a aidé et quand on avait de la société depuis 7 ans, il a fallu qu'on la vende. Eh bien, on l'a vendue, Gérard, 1,3 milliard. Voilà la fin de l'histoire. 700 millions. Le banquier voulait le racheter 450, et avec la résistance et un très très bon gérant qui a vraiment repris toutes les choses en main, on l'a vendu 1,3 milliard à un Allemand. Voilà. Donc, je ne vais pas vous passer sur le reste. Je préfère vous dire... Oui, parce qu'alors, c'est intéressant. Pendant cette période-là, nous sommes sortis à 1,3 milliard. D'accord? C'est-à-dire qu'on est rentré à 700 millions. Je ne parle même pas de l'effet de levier. Je ne vous parle pas du fait que, comme on avait un peu de dette, on a fait un peu plus que le multiple qui est entre 700 et 1,3 milliard, mais qui est pratiquement 2. Et regardez, pendant ce temps-là, ce qu'a fait l'Eurostock. D'accord? Eh bien, quand nous, on a vendu, entre le plus haut de juillet 2007 et la vente, l'Eurostock avait baissé de moins 26%, et nous, notre société, elle a fait plus 83%. Voilà, ça, il faut quand même que vous reteniez ça. Comme quoi la bourse peut être déconnectée des rendements réels de certaines entreprises quand elles sont bien gérées, quand elles sont bien contrôlées et quand elles sont avec des équipes à la fois actionnariales et managériales qui s'entendent bien, qui sont main dans la main et qui font un vrai plan d'entreprise, que j'appelle un vrai plan d'entreprise à long terme, parce qu'aujourd'hui, 7 ans, je peux vous dire, c'est long dans le monde qui nous entoure. Voilà. Je crois que c'est la fin. Voilà, donc j'ai fait... Ça va. J'avais 2 questions en fait, mais je pense que mon voisin a la même que moi. Donc je vais... Déjà, pour les médiateurs de crédit, je voulais savoir, est-ce que ça marche aussi pour les petites entreprises? Ah oui, ça a été fait pour les petites entreprises. Ça a été fait pour les entreprises et la médiation de crédit a été montée par René Ricol, et il a fait des antennes, il y a des antennes de médiation de crédit dans chacune des préfectures en région. C'est un réseau français. Et l'autre jour, le cabinet du Premier ministre m'interrogeait en me disant « Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour les financements d'entreprises et tout ça ?» Moi, j'avais réfléchi avant de lui donner ma réponse. Je lui ai dit « Mais pourquoi vous n'utilisez pas ce réseau de la médiation du crédit qui a été un réseau finalement qui a été mis pour la crise, mais comme il existe et qu'il est implanté en province, vous pourriez aussi, avec des ordinateurs et des sites internet bien, faire que les petits entrepreneurs qui cherchent du capital, pas forcément parce qu'ils vont mal, viennent à la médiation de crédit, puis cette médiation, elle pourrait après faire un appel d'offres auprès de gens comme nous, etc. Et m'a-t-il dit, on le fait déjà, mais ça va chez BPI. C'est-à-dire chez l'intervenant public français. Je lui dis, alors si c'est fait, c'est fait. Bon, je n'en pensais pas moins, parce que si le seul réflexe en France pour une petite entreprise locale, c'est d'avoir de l'argent de l'État, on est très mal parti, mais c'est pas grave. À un moment, il n'y aura plus d'argent d'État, donc le problème se résoudra de lui-même. C'est pas un réflexe bien français. Oui, mais c'était intéressant. Moi, je lui dis,
Voilà, je lui ai dit, mais c'est dommage, je lui ai dit, parce qu'il faut que vous ouvriez le jeu pour un... Et d'abord, c'est une captation d'un, je dirais, d'impôt français au service d'un outil d'État français. Enfin, il y a un concept qui est choquant. Et au final, vous avez dit que c'est vraiment français, ces médiations de crédit, parce que vous êtes une entreprise internationale de ce que j'ai vu, et au niveau du cas d'Eyana, c'était international aussi. Comment avoir réussi à prendre un médiateur français si le problème est international? Ah non, mais parce que la holding était française. Le médiateur du crédit, vraiment, ça a été créé par, je le répète, par Nicolas Sarkozy. C'est comme, je dirais, je sais pas, la haute cour de la transparence publique, là, qui a été faite par Hollande. C'est des institutions que certains présidents, à un moment, ils pensent que c'est utile, ils les font. Mais elle a été créée pour régler des problèmes d'entreprises françaises. Mais quand on dit une entreprise française, votre question est intéressante sous cet angle-là. Qu'est-ce que c'est une entreprise française? Aujourd'hui, c'est une entreprise dont le siège social de la holding est en France, en fait. C'est ça, le siège social de l'entreprise dont on parle est en France. Mais ça ne veut pas dire que son chiffre d'affaires est français. La plupart des entreprises françaises très performantes aujourd'hui dans le domaine industriel sont des entreprises qui sont totalement internationalisées au niveau du chiffre d'affaires. C'est très difficile d'être très bon si on n'est qu'en France dans un domaine. Voilà, si vous permettez un intergroupé de questions, vous choisirez si ça vous convient de répondre à toutes. Moyen-Orient, c'est assez aventurier quand même. J'ai pas vu de bureau par contre, et je vous demande justement une indication. Donc vous prenez du private equity au Moyen-Orient. Pouvez-vous nous donner un peu une idée d'un secteur privilégié, par exemple? Deuxièmement, vous êtes 7e mondial, 1er européen. Parmi vos leaders américains, ils ont beaucoup qui font dans l'hôtellerie des grands opérations cycliques. Est-ce que vous en avez fait? Et puis, dernière question, le livre, j'ai pas eu le temps de noter. Si vous pouvez, juste... Merci. D'abord, l'éditeur de Boeck, B-O-E-C-K, Kazuo, K-A-Z-U-O, K-A-Z-U-O, Inamori, I-N-A-M-O-R-I. Amoeba Management. C'est Amib au sens amibe biologique, c'est très intéressant. Très, très intéressant. C'est presque révolutionnaire comme... Alors, sur le Moyen-Orient, d'abord, le Moyen-Orient est une zone pour nous de ce qu'on appelle levée de fonds, puisqu'il y a quand même ces fonds souverains qui sont très très importants, qu'ils soient au Koweït, à Abu Dhabi, bon, comme vous le savez, très très importants. Donc ce sont des grands clients, ces fonds souverains sont des grands clients à nous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand même que c'est une zone en fort développement, en tout cas toute la région d'Abu Dhabi, Dubaï, etc. Et donc, certaines de nos entreprises industrielles qu'on a en portefeuille, qu'on a comme Diana, mais on en a d'autres, par exemple, on a une qui s'appelle Agnos, qui est une entreprise lilloise, on vient de la racheter, on a racheté les parts d'Air Liquide dans cette entreprise. C'est un champion français mondial dans le domaine de tout ce qui est les désinfectants liquides destinés principalement aux hôpitaux, on va dire, mais ça peut être aussi pour des cantines, etc. Et ils viennent de signer, grâce à nous, une joint venture sur la région avec un grand entrepreneur en fait, d'Arabie Saoudite, mais qui est basé principalement à Dubaï. Voilà. Donc, et ça, on va multiplier ce genre de choses parce que si ces entreprises françaises, en tout cas nous, les entreprises françaises qui viennent chez nous, et on est en train d'en signer une ce soir, je suis très très heureuse, c'est une très belle opération. Si les entreprises viennent chez nous, c'est parce que Ardian leur donne instantanément les 10 bureaux qu'on a dans le monde et tout notre réseau de relations pour justement les aider à faire le plan qu'ils veulent. Donc Agnos, il nous a dit, je veux faire cette joint venture
pour le Moyen-Orient est là. Mais Diana, c'était une acquisition au Chili, où on a une petite antenne au Chili. Sinon, c'était une acquisition au Canada, où on a des partenaires au Canada, etc. Donc, et tout ça, je ne cite pas la Chine, mais bon, c'est une évidence que c'est tous les jours. Et on a réciproquement, on a des partenaires chinois, des clients chinois, pardon, qui sont évidemment les fonds souverains. Et eux, maintenant, ils investissent même dans des PME françaises, d'accord, avec l'idée de les aider avec nous à se développer en Chine. Donc on vient d'avoir un truc incroyable, c'est une petite société allemande, puisque nous on est très focalisé dans l'investissement industriel sur l'eurozone, et donc cette société allemande qui fait des produits cosmétiques pour les hôtels, etc., eh bien ils vont l'amener et la développer en Chine. Voilà. Donc cette chose de Moyen-Orient, c'est Moyen-Orient, mais c'est vrai dans le monde entier. Voilà. Votre deuxième question, c'était sur les très gros LBO, c'est ça? Oui, non, c'est pas mon truc préféré. En LBO, on a un fonds qui fait à peu près 3 milliards, donc ça veut dire que ça fait un fonds de 3 milliards, ça veut dire un fonds qui met à peu près 300 millions en equity, puisqu'on met à peu près 10% du fonds en equity. Et donc, si vous faites la règle de 3, si on met 2 fois en dette, ça fait des entreprises qui vont jusqu'à 1 milliard de valorisation. Voilà. Moi, je trouve que c'est un bon... C'est bien pour le private equity. Vous savez, si l'entreprise fait 4 milliards, si vous prenez le CAC 40, la dernière entreprise du CAC 40, elle vaut pas plus que 3-4 milliards. Voilà, c'est ça qu'il faut vous dire. Donc on est très vite dans des zones où finalement la bourse peut remplir sa fonction. Je ne dis pas que les entreprises marchent mieux parce qu'elles sont en bourse, mais par contre la fonction de la bourse normalement, c'est de pouvoir lever du capital en bourse aisément. Je ne suis pas sûr que en tout cas c'est l'histoire qu'on racontait dans le passé. Je ne sais pas si ça marchera toujours dans l'avenir. Voilà. Et donc si les entreprises sont très grosses, elles peuvent aller en bourse. C'est pas... Elles peuvent aussi être retirées de la bourse. Hein, c'est pas... Voilà. Bonjour madame, j'ai 2 questions. La première, vous sembliez dire que la plupart des banques sont très grosses et vous travaillez avec elles tout le temps. Donc finalement, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas travailler avec elles. Est-ce que vous pensez que Ardian est un fonds suffisamment grand aussi pour que les banques ne puissent pas se passer de la possibilité de travailler avec lui? Et du coup, quelle est la taille, selon vous, d'une société d'investissement pour qu'elle ait une taille critique? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous trouvez que le secteur du fonds de retournement est un secteur intéressant en France aujourd'hui? Alors, la dernière question, les fonds de retournement, ça dépend des réglementations des pays. C'est-à-dire que ça, c'est... Vous ne pouvez pas parler de fonds de retournement si vous ne dites pas c'est un fonds de retournement pour le marché français, pour le marché allemand, pour le marché américain, parce que c'est absolument pas les mêmes règles de faillite. Et donc c'est très important de le savoir parce que c'est pas du tout ça. Et en particulier les Américains qui sont très bons en marketing, souvent ils lancent des fonds soi-disant de retournement pour l'Europe parce qu'ils n'ont même pas lu le moindre article de droit sur le droit des faillites en France. Ils ne savent pas comment ça marche. Bon. Il y a quand même pas mal de protections en France. Vous avez quand même les mandats ad hoc, vous avez des périodes, etc. Bon, donc je ne suis pas une fan, je considère que vous pouvez aussi très bien avoir un fonds de retournement et pas avoir beaucoup d'opportunités pour investir. Voilà, ça on en a eu un, on a abandonné le sujet parce que il n'y a pas un deal flow, soit vous vous faites faucher l'affaire au tribunal par quelqu'un qui a des meilleures entrées, mais c'est pas tellement notre sujet. Alors maintenant, la taille pour les banques. D'abord, les banques, c'est comme tout le reste, hein. C'est pas des banques ou des assureurs, c'est des gens, il y a des gens dedans. Donc si vous voulez, les services financiers, c'est des gens. Hein. Il n'y a pas d'usine, il y a bien sûr beaucoup d'ordinateurs, mais c'est quand même des gens. Donc la loi de la vie, c'est que les gens, ils peuvent changer de métier, vous pouvez les retrouver, et que finalement, d'avoir des bonnes relations humaines, si vous les avez toute votre vie avec tout le monde, c'est un capital qu'il faut garder et que c'est important. Donc ça, c'est très important. Donc du coup, si vous voulez, ça a été ma réaction pour les 50 basis points, là. Pas si le banquier le demande et si en plus ça ne nous coûte pas beaucoup, dites oui tout de suite, ça lui laissera un bon souvenir, voilà.
Et je pense que c'est important d'avoir ce genre d'attitude, mais je dirais avec tous vos prestataires. C'est les banquiers, mais ça peut être, si un avocat vous dit « j'ai travaillé comme un fou, vous m'aviez dit que c'était 50 000 € la facture », et puis que il dit « moi j'en ai eu, c'est pas possible, je m'en sors pas », vous devez faire un geste. Donc ça, je pense que c'est général comme conduite morale, éthique dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la société de manière générale humaine. Alors maintenant, c'est clair que, pour répondre plus précisément à votre question, les banquiers, les grosses banques, parce que quand même c'est les grosses banques qui écrasent un peu le métier qu'on fait, encore que, je vous l'ai dit, pour les prêts, ils deviennent moins importants qu'avant. Le fait qu'on soit gros, bien évidemment, ils n'ont pas envie de se fâcher avec nous, parce que quand même on donne du business aux banques, que ce soit en M&A ou que ce soit en crédit. Et donc, on est devenu, c'est pas du tout pour nous flatter, mais par exemple, l'autre jour, un banquier qui était justement parti d'une société pour aller dans une grande banque américaine, qui était parti d'une banque suisse pour aller dans une grande banque américaine, est venu et m'a dit « Telle banque américaine veut absolument travailler avec Ardian. Absolument. » Et jamais il nous disait ça 10 ans. Il y a 10 ans, je ne sais pas, dans la courbe, on avait je ne sais pas combien de milliards. On n'a jamais eu une telle demande. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est très important. Quand on a fait plusieurs transactions à 3 milliards de dollars sur des transactions secondaires, qu'on a acheté des portefeuilles, acheté des portefeuilles, c'est public, à un grand fonds souverain du Moyen-Orient, et on vient d'en faire une autre de 1,8 milliard. On a racheté un portefeuille très important à un des fonds de pension de Pennsylvanie aux États-Unis. Là-dessus, quelquefois, on met une dette de 500 millions ou 1 milliard. Bon, c'est quand même des grosses dettes. Donc les banquiers, que ce soit Macquarie, que ce soit RBS, soit Natixis, ils sont intéressés par avoir cette dette. Voilà, qui est très bien garantie. Elle est garantie parce qu'elle est garantie par le fait qu'en général, elle est garantie par l'argent qu'on peut appeler s'il y a quoi que ce soit comme problème. On appellerait plus d'argent auprès de nos clients. Je ne parle pas du LBO, là vous avez bien compris, hein, je parle des transactions secondaires. Donc, je suis un peu technique sur le langage, mais voilà. Donc c'est normal quand vous avez beaucoup. D'ailleurs, pour aller encore plus loin dans votre sens, des gens comme Crévis, des gens comme... il m'a raconté, je vais vous faire rire, cette anecdote justement avec ce monsieur qui disait « Let's dance ». C'était Chuck Prince, je ne sais pas si vous en souvenez, le président de Citigroup à l'époque. Et Crévis vient me voir, je crois que c'était au mois d'août ou septembre 2007, il avait fait un énorme LBO à 40 milliards de dollars, puis qui n'allait pas terriblement bien, on va dire. Et le monsieur Chuck Prince, qui aimait beaucoup la danse, peut-être le rock d'ailleurs, mais c'était vraiment rocky, je crois qu'il en avait pris pour 20 milliards de cette dette, ou 15 milliards. Donc c'était quand même bien de la bonne glue, comme on dit en anglais, sur son bilan. Et donc il convoque Crévis et il lui dit écoutez, je ne vais pas honorer ma signature. Mais l'autre, il avait signé son LBO 40 milliards, donc il avait vraiment besoin d'avoir le 15 milliards. Et donc Crévis lui a dit il a fermé la porte, il lui a dit let's go to court. Ça donne un peu l'état de relation entre... par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Je crois que c'est avril 2010, quand ça secouait beaucoup, il y avait des scandales. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le grand scandale Hibiscus, c'était un nom de biscuit, mais je ne sais pas quoi, ou de fleurs. Le scandale Hibiscus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était un scandale d'un énorme hedge fund de Goldman Sachs, bourré de CDOs. C'est là-dessus que les gens de Goldman Sachs ont été appelés à témoigner au Sénat. Et Goldman Sachs est très, très, très attaqué. Très attaqué, et il allait présenter ses résultats. Et il a appelé Steve Schwarzman, le patron de Blackstone, pour lui demander de le défendre. C'est pour vous dire leurs relations, c'est quand même des relations d'égo à égo, quoi. Les grands patrons de private equity sont parmi les plus grandes personnalités de Wall Street. Mais je l'ai toujours dit, je ne veux pas dire du mal de la France, mais en France, à part Gérard qui a bien compris ce qu'on fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent bien ce qu'on fait, hein. Donc... en France, on n'a pas encore compris le rôle que j'avais, en fait. C'est vrai. Il faut le dire. Il faut le dire, sincèrement. Les patrons, oui, c'est ce qui me fait le plus de plaisir. Les patrons d'entreprise, formidables. Avec moi, extraordinaire. C'est une reconnaissance journalière qui me fait un plaisir, me donne un plaisir extraordinaire, quoi, parce qu'ils savent ce qu'on leur apporte tout le temps, tout le temps. Le président d'Agnos, non seulement on a fait ses JV, on l'a acheté il y a 6 mois, enfin 50-50, on l'avait acheté avec lui, parce que lui, c'était sa grand-mère qui avait fondé la boîte, et donc c'était 3 frères, et ils voulaient remonter jusqu'à 50%. On leur a dit, on fait 50-50, il n'y a pas de problème, mais on leur a dit, dès qu'on va faire une acquisition, comme c'est nous qui allons mettre 50 millions,
vous serez obligé de vous diluer un peu. Ils ont accepté la règle et pratiquement, dès qu'on a acheté, on a racheté une autre société à Marseille, remarquable, sur l'USCOP. Et donc, là, le groupe a complètement changé de dimension en un an. Voilà. Donc, mais expliquer ça aux hommes politiques français, c'est difficile. Ils comprennent pas. Ils en sont restés à l'État, ce qu'on disait. L'État peut tout faire. L'État peut tout faire. Et voilà. Et ne nous parlez pas d'argent, c'est pas chic. C'est un peu ça. Dans les deux attitudes globales, c'est un peu ça. Or, on manie de l'argent, mais on manie de l'argent pour investir, pour faire croître les entreprises. La dette, il faut l'oublier. S'il n'y a pas de dette, on continuera notre métier. Je dis toujours, ne nous trompons pas de métier. Métier, c'est d'aider une entreprise à grandir. Il n'y a pas de dette, on le fera en capital. On l'achètera moins cher, c'est tout. L'argent est stable jusqu'au moment où il faut financer les 4,1% du déficit du budget de l'État, auquel cas on est bien content d'avoir recours à la dette. Oui, mais comme ils empruntent à 0,%, ils se croient toujours très solides. Hein. C'est quand même un double langage. On revient aussi à ça. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a un mépris. Il y a un mépris en France un peu pour ça. Il y a un mépris pour la finance qui n'est pas nouveau, qui est ancien. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je suis un peu moins, Dominique a rappelé qu'aujourd'hui, les grandes institutions, notamment les compagnies d'assurance, et même les banques, sont frileuses, extrêmement frileuses. Et c'est vrai qu'en 1976, l'affaire avait été révolutionnaire. Eh bien, moi, je pense qu'on va l'être également avec le private equity. Je suis consterné, j'ai été voir les chiffres de très très près sur le private des compagnies d'assurance. C'est quasi inexistant. Et bien ce que j'aimerais, c'est comme nous sommes engagés à l'affaire, ce que je voudrais, c'est que toutes les compagnies d'assurance qui le peuvent s'engagent également, et on a donné l'impulsion. Il fallait en France aujourd'hui une impulsion. Parce que ce qui est très intéressant, c'est la finalité du private. Quand on achète IBM, quand on vend TF1, bon, tout ça c'est le marché secondaire. Mais avec le private, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes, c'est de l'emploi, c'est de l'investissement, c'est de la croissance, c'est du réel, c'est le circuit économique. Et on voit la finalité du private, alors qu'on ne voit pas vraiment la finalité, je dirais, dans des entreprises les plus puissantes qui sont cotées, si je puis dire. Alors j'aimerais que nous donnions, et on va le faire, et Dominique, vous pouvez compter sur moi, nous allons organiser un véritable groupe de pression en France pour être l'étendard en matière de contribution au private. Oh, merci, c'est bien, bravo. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question relativement technique ? Une étude récente a montré que si on prend les fonds de LBO, tout confondu, dont vous faites au moins en partie, l'excès de rémunération par rapport au marché public, disons à risque égal, risque mesuré par rapport au marché comme d'habitude, serait de l'ordre de 20%, et ceci systématiquement depuis les années 80, 90, 2000. Et je me demandais, en tant que prof de finance, si cette surperformance ou cette prime était liée en réalité à un risque supplémentaire qui pourrait être dû, par exemple, au fait que vous êtes committed sur un long terme, que vous avez une date d'arrêt impérative, que vous avez peut-être un problème en tant qu'investisseur de liquidité. Donc je voudrais savoir votre avis. Est-ce qu'effectivement, il est normal qu'il y ait une prime par rapport au marché public du private equity, et si cet ordre de grandeur, genre 25% de surperformance, vous paraît raisonnable? Enfin, je sais que vous faites sans doute mieux, mais je vous parle en moyenne. C'est déjà très très bien. Hein. Et comment vous réagissez à ça? C'est une étude parue dans le Journal of Finance d'octobre 2014. Oui. 20%, c'est déjà énorme. Hein. C'est déjà énorme. Oui. Alors ça dépend si on l'analyse sur une année, sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, parce que quelquefois, quand la bourse a baissé de 65%, comme c'était le cas entre juillet 2007 et avril 2009, ça fait moins 67%.
Donc quand elle redémarre d'un point très bas, c'était le cas du S&P qui est passé à 666, au chiffre 666, quand il remontait à 850, il faisait pratiquement, pas 50%, je calcule mal de tête, mais ou à 900, il faisait 50%. Donc là, si le S&P passe de 666 à 900, il fait plus 50%, là, le private equity, sur cette année-là, ne le fait pas, d'accord ? Donc, ce qui fait que quand on regarde quelquefois des courts termes, le private equity peut, sur une grosse redressement de la bourse, ne pas matcher. Mais là où vous avez parfaitement raison, sur le long terme, qui est la seule chose intéressante en finance quand même, eh bien sur le long terme, ça surperforme. 20%, je pensais que c'était plutôt 15, mais 20, c'est magnifique. Hein. Alors, moi je lis ce genre de choses, mais par rapport à la bourse des années 30, ou des années 50, ou des années 80, on n'est pas dans la même bourse. La bourse aujourd'hui, c'est de la mathématique. C'est des mathématiques, avec les dérivés actions, avec tout ce qui se fait, les prêts de titres, avec les ETF, avec tous ces énormes volumes quantitatifs ou bien indexés, etc. La décorrélation de la bourse par rapport, disons, aux vrais résultats des entreprises, elle est colossale. Elle est colossale. La bourse, pour moi, n'est même plus un marché d'entreprise, c'est un marché mathématique. Marché mathématique. Alors, si on y fait des mathématiques bien et qu'on sait bien les faire, peut-être qu'on gagne, mais ce n'est pas un marché d'entreprise. Alors que le private equity, c'est resté un marché d'entreprise. C'est-à-dire que, je vous dis, on change les présidents, on fait un plan à 5 ans, à 7 ans, et il n'y a pas beaucoup de mathématiques. Hein. Il y a quelques tableurs Excel pour regarder les prévisions de cash flow, on regarde, on analyse les bilans, mais il n'y a pas toute cette mathématique financière. Cette mathématique financière qui, quand même, il faut le dire, a en partie échoué lors de la crise des subprimes, parce que, comme vous le savez, les statistiques avaient été faites sur le passé, sur une catégorie de crédits dont on ne connaissait pas la statistique. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué au subprime, qui étaient donc des crédits faits à des populations très défavorisées, les taux de défaut des crédits sur des populations un peu plus, on va dire, bourgeoises, ce qu'on appelle la classe moyenne. Et donc c'était ridicule. Je veux dire, c'est comme, je sais pas quoi, si je joue au poker avec des règles de bridge, ça n'a absolument rien à voir. Et donc, quand il y a eu tous ces problèmes d'hibiscus, tous ces problèmes de CRMBS, CMBS, tout ça, toute cette titrisation qu'il y a, je crois que la professeure de mathématiques financières de l'école polytechnique a été interrogée. Elle a dit, mais ça s'appelle Madame El Karaoui, je crois. On lui a dit, mais Madame, voilà, comment ça se fait que tous ces trucs-là, ça va pas, ça pète dans tous les sens et tout ça. Et elle a dit elle-même, mais écoutez, ces mathématiques-là, normalement, on ne s'attendait pas à ce qu'elles soient si largement appliquées. On s'attendait à ce que ce soit un peu expérimental sur des petites parties de portefeuille. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. La bourse entière, et puis les ETF, vous avez vu le président de BlackRock, Larry Fink, il est très effrayé de ces ETF parce que c'est en trilliards. Le jour où il y aura quelque chose, quelqu'un qui aura mal fait des... On l'a vu pour certains assureurs aux États-Unis. Certains assureurs aux États-Unis avaient fait ce qu'on appelle des variable annuities, où là Gérard doit être plus compétent que moi, mais des produits garantis à 4%. Vous imaginez, ils faisaient des produits garantis à 4% dans les années, on va dire, 90-2000. Et alors on lui disait, mais qu'est-ce qui se passe, garantie 4% des produits à 20 ans, 25 ans, comment vous faites? Ah ben non, ils avaient soi-disant hedgé, mais il n'empêche que quand il y a eu la crise, toutes les hypothèses de hedging, tout avait traversé toutes les hypothèses. Je m'en souviens pour cet indice, vous savez, l'indice VIX. L'indice VIX, c'est cet indice qui donne l'indice de peur. Personne n'avait jamais prévu que l'indice VIX pourrait être, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, à 100. Toutes les prévisions, c'était que le maximum ou l'autorité, ça aurait été à 20. 5 fois la prévision qui était le maximum qu'il aurait dû atteindre. Donc, voilà, les mathématiques, c'est les mathématiques. Moi, j'adore, je suis matheuse, mais je les applique très très peu dans mon métier, le moins possible. Alors là, je préfère avoir une bonne discussion avec le président, c'est beaucoup plus sympathique, et à mon avis, ça va beaucoup plus loin. L'autre jour, il y avait les frères Agnos, là, ils venaient, parce que pourtant, ils ont une 60aine d'années comme moi, je les vois arriver dans mon immeuble,
Et puis ils me disent, on nous a demandé de venir, là il faut faire un reporting aux banques. Alors, je leur ai regardé, j'ai dit, vous plaisantez? Je leur dis, mais vous prenez 2 juniors de votre équipe, vous n'allez pas vous faire ennuyer par mes équipes à reporter à des banques alors que votre boîte, elle va bien. Ah, ils me regardent, ils me disent, ouais, finalement, c'est pas bête, je pense qu'on va avoir un rendez-vous à Lille assez important, là. Voilà, ils sont repartis, j'étais content comme tout. Mais c'est mon rôle, enfin je veux dire, mon rôle est humain, c'est clair, et c'est ça qui est magnifique d'ailleurs, c'est qu'on arrive à faire quelque chose aussi extraordinaire avec que de l'humain. La gestion des hommes, la gestion des entrepreneurs, la gestion, voilà. Mais la mathématique c'est bien parce que la formation mathématique est formidable, je ne vais pas dire le contraire, c'est extraordinaire parce que ça vous permet, quand on vous montre des chiffres, vous voyez tout de suite celui qui ne va pas, donc c'est formidable. Vous paraissez toujours intelligent, vos collaborateurs, ça c'est très important pour continuer à asseoir son autorité. Mais à part ça, non. À part ça, vous connaissez ma blague préférée. C'est une blague de Victor Hugo, vous voulez que je vous la dise? Victor Hugo n'aimait pas les mathématiques, vous en doutez, il avait quand même d'autres grandes choses dans sa tête, puisqu'en plus, il était, à son âge, à son époque, il était contre la peine de mort, donc c'était quand même un grand monsieur, outre ses poèmes magnifiques. Et alors un jour, il rencontre dans la rue son ancien prof de mathématiques. Et alors, c'est dans ses mémoires, c'est dans Choses vues. Alors le prof de mathématiques lui dit, mais alors Victor, les X et les Y, c'est comment là? Et Victor Hugo le regarde et lui dit, c'est bas de plafond. Bonsoir. Vous avez raconté un peu l'histoire d'Ardian. Je voulais vous poser la question suivante. Quelle était pour vous la période la plus difficile de cette histoire entrepreneuriale et qu'est-ce que vous en avez appris? La période la plus difficile, ça a été clairement celle de quitter AXA. Parce que d'abord, on n'était pas demandeur sur la vente, on trouvait qu'on était très bien chez AXA, on avait une très belle marque, on avait des très bonnes relations, on avait un actionnaire qui était sympathique, fiable, qui nous déléguait, qui nous donnait de l'argent, franchement, et moi j'avais 60 ans. Donc franchement, je veux dire que je n'étais pas la première à demander à faire cette aventure nouvelle. Bon. Et quand ils ont mis aux enchères en prenant une banque d'affaires, on s'est vite rendu compte qu'ils ne s'y prenaient pas comme il fallait. Parce que ces genres d'entreprises, si vous voulez, j'ai essayé de la résumer, mais c'est des entreprises éminemment complexes. C'est pour ça que je m'intéresse aux AMIB management. Et donc, ça part dans tous les sens, vous avez des fonds, dans les fonds, il y a des règlements, ces règlements dépendent des clients, ils mettent des clauses sur la tête des gens, ce qu'on appelle les key people, ils mettent des clauses change of control, qui veut dire que si la société de gestion est vendue, ils peuvent tout arrêter. Donc, si vous voulez, on avait des tableaux comme ça pour les banques d'affaires, pour leur expliquer que c'est pas en mettant aux enchères cette société qu'ils sont tirés. Il suffisait que j'ai 5 clients qui se mettent d'accord, ils arrêtaient tout. Mais, vous savez, quelquefois, dans les grands groupes, ils ont l'impression qu'on est tous des salariés, on doit obéir, et donc, paf, on a le petit doigt sur la couture sur le pantalon, et puis, même si vous savez, vous devez... Donc, ce que j'ai appris, je ne vais pas faire l'histoire trop longue, ce que j'ai appris, il faut donner du temps au temps. C'était une phrase de Mitterrand. C'est-à-dire qu'il faut quand même accompagner les événements aussi. C'est-à-dire qu'il faut, quand vous voyez qu'un truc va dans le mur, il ne faut pas avoir raison avant les autres. Il faut que les autres s'en rendent compte. Et là, il fallait manifestement que le directeur général d'AXA, ce n'était pas Decazes, c'était celui qui était au-dessous, se rende compte de lui-même. Je ne pouvais pas lui dire, écoute, parce que même Crévis, Henri Crévis de KKR, qui s'était intéressé au truc, m'a dit, mais ils vont nulle part, Dominique, ils vont dans le mur. J'ai dit, mais Henri, vous pouvez leur dire, mais moi non, dans ma position, vous voyez. Donc ce que j'ai appris peut-être, et ça avec l'âge et tout, c'est à ne pas, disons, me taper moi-même la tête contre les murs et dire, bon, bah, ils sont intelligents, ça va prendre plus de temps, donc ça nous a épuisés. C'était épuisant, ça a duré quand même pratiquement 2 ans et demi. Ça a été lancé en septembre 2011, mais avec une réflexion qui était depuis mai 2011, et ça s'est conclu le 30 septembre 2013. Donc ça, c'est long pour la vie de famille, c'est long pour tout, quoi. C'est fatigant, très fatigant. Mais aujourd'hui, on est très très heureux d'avoir fait cette opération et d'avoir fait cet effort, parce que d'abord on a changé le nom tout de suite, parce que les conseillers en communication nous ont dit, vous savez, il faut faire Big Bang. C'est-à-dire que moi je disais, moi, j'ai obtenu une licence de la marque AXA pendant 2 ans, je vis bien avec ça. Ah non, ils m'ont dit, moi j'écoute les spécialistes, je ne suis pas spécialiste en communication. Non, Big Bang, il faut tout faire d'un coup. Je dis, bah écoutez, vous faites ça avec mon directeur de la communication, parce que moi j'ai déjà assez à faire comme ça. Et effectivement, ils ont créé cette marque Ardian, ils ont lancé la marque Ardian, la couleur, c'est la couleur de corail, qui est un peu un signe d'éternité, comme les méduses, vous savez, dans la mythologie
mythologie grecque. Bon, donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Et puis, ça a donné une identité propre à ces 320 personnes qui finalement s'entendaient très très bien. Et donc là, on a une société qui est, je vous dis comme ça. C'est-à-dire que je sais pas, on n'était pas en retournement, on était déjà en forte croissance, mais c'est un envol. Et ça, c'était pas prévisible. Il y avait beaucoup de gens chez AXA qui disaient, oh là, ils vont se casser la gueule quand ils seront sortis du groupe. Donc c'est quand même une satisfaction parce qu'on a fait l'effort, on a peiné, et puis on voit que finalement, on a travaillé tous et que ça plaît aux clients, l'organisation plaît, les intérêts sont alignés, voilà. Donc c'est comme quand vous travaillez beaucoup qu'il y a un résultat, on est content. Alors, bonjour. Tout à l'heure, vous avez cité de nombreux continents sur lesquels vous investissez, notamment Moyen-Orient, l'Asie, l'Amérique et des pays européens. On observe de nos jours au fait que le continent africain offre un réel potentiel de croissance, en fait. Et je voulais savoir en fait, quelle était la raison de votre réticence et si vous n'avez pas l'impression en fait, de passer à côté d'une opportunité, en fait. Alors, je veux dire, chaque pays, chaque zone qu'on ne connaît pas nous donne environ 10 ans de travail. Parce que ce métier n'est pas un métier justement où on va en bourse, on peut repartir quand il y a le moindre petit coup de tonnerre, parce que c'est ça que font les gens qui gèrent des 6 caves. Hein. Ça va mal, pof, on sort de l'Asie, on va ailleurs. Nous, c'est pas notre métier. Une fois qu'on a une entreprise, on a une entreprise. Donc, il faut d'abord bâtir tout le network pour faire la due diligence sur les gens, les entreprises, etc. J'ai mis 10 ans pour la Chine, d'accord ? À peu près la même durée pour le Moyen-Orient. Donc, certainement, on ira en Afrique, mais il faut qu'on le décide et qu'on dise on y va pour 20 ans. Et on y va lentement, si vous voulez. Quand on est allé en Chine pour la première fois en 2004, je crois, on a dû faire le premier investissement en Chine en, je sais pas, 3-4 ans après, 2007-2008. Hein, et là, on parlait du Moyen-Orient, Agnos, vous voyez, parce qu'on a le réseau, pof, on l'a fait très vite après avoir acheté Agnos, mais parce qu'on est là-bas aussi depuis 10 ans, qu'on connaît des gens, tout ça. Donc, certes, on ira en Afrique, il y a l'Afrique, mais il y a l'Amérique du Sud, vous pourriez me dire aussi, vous n'avez pas beaucoup parlé de l'Amérique du Sud. Bon, au Chili, on a fait un petit truc, voilà, on n'est pas hyper content de la manière dont ça s'est pas super développé. Le Brésil, j'ai quelqu'un en vue, voilà, mais ça fait pareil, 3-4 ans qu'on tourne autour du sujet. Mais vous pourriez me dire aussi, de la même manière, excusez-moi de faire la comparaison, je suis désolé, on n'est pas dans l'immobilier, vous voyez, parce que c'est autre chose, on ne connaît pas vraiment le secteur, il faudrait qu'on additionne une branche immobilière avec des gens qui connaissent l'immobilier. Moi, je connais l'entreprise, mais je ne connais pas l'immobilier. Mais l'Afrique, on ira certainement un jour. Mais il faut 10 ans. Donc, c'est forcément aussi un projet qui est mené par la génération après moi. Même si je compte rester 10 ans, il faut que ce soit eux qui le prennent à bras-le-corps et qui... Voilà. Mais il faut le faire, c'est sûr. Vous parliez du Moyen-Orient comme une source pour pouvoir lever des fonds. Je voulais savoir si vous considériez aussi les co-investissements sur des PME ou des grandes entreprises françaises et comment rendre la France plus attractive, parce que c'est vrai qu'on souffre d'un réel déficit d'image. Pourtant, les entreprises françaises sont les plus innovantes du monde, devant l'Allemagne, devant l'Angleterre, mais quand vous parlez d'investir en France aux fonds de private equity étrangers, ils ont une réelle réticence. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, vous parliez que des entreprises qui viennent vous voir parce que vous êtes dans 10 pays. Je voulais savoir comment vous sourciez ces opportunités. Est-ce que vous passez par des banques quelle est votre méthode? Merci. La méthode, c'est quand même d'être depuis 30 ans dans le métier, et donc et la société est énorme. On a 200, quand on dit qu'on a 350 personnes, on en a quand même 200 à Paris. C'est énorme, hein, on en a 70 à Londres. Donc 200 personnes à Paris, c'est 200 personnes qui chacune a 15-20 ans d'expérience, pour les plus seniors, quelquefois 30 ans. Et donc ils ont tout leur réseau, ils sont connus des banquiers d'affaires, etc. Donc on a un deal flow colossal et naturel. Hein. Votre autre question sur la France. Alors ça, mon discours est très très rodé, je vais faire très court, parce que comme quand je me balade, c'est la question récurrente. Je dis, le grand atout de la France, c'est des entrepreneurs d'une qualité immense, mais immense. Parce que pour avoir des succès en entreprise en France, avec tous les sacs de sable avec lesquels ils ont partout, pour courir et gagner la course avec ces sacs de sable, c'est que c'est des génies. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on leur dit, parce que c'est des génies, parce que des entrepreneurs, parce qu'ils ont ce truc biologique là, d'aller de l'avant et de grossir, eh bien,
la plupart des grandes entreprises françaises de qualité, ou moyennes entreprises même, sont diversifiées. Donc elles ont le siège, pour répondre à madame, elles ont le siège social en France, mais leur chiffre d'affaires est international. Donc je dis aux fonds souverains d'Abu Dhabi ou de Koweït, quand ils investissent chez nous, ils comprennent très bien qu'ils ont accès à des managers de très grande qualité et à des entreprises totalement diversifiées sur des niveaux géographiques. Il faut savoir que si on leur disait les chiffres d'affaires, c'est qu'en France, ils ne nous donneraient pas un franc à investir parce qu'il leur faut un discours beaucoup plus global. On vit dans un monde global et ces gens-là ont un cerveau global, un peu comme les Chinois qui, en ce moment, comme vous l'avez vu, investissent en Grèce au très bon moment parce que c'est en bas et tout ça. C'est vraiment des businessmen et donc il ne faut pas leur parler forcément de macroéconomie à très haut niveau, il faut leur donner des exemples concrets. Et nous, on fait des camemberts montrant bien la diversification du chiffre d'affaires géographique pour toutes les entreprises qu'on a. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure de l'importance que prennent les institutionnels dans le marché des prêts par rapport aux banques. Est-ce que vous pensez que d'autres acteurs, je pense notamment à des acteurs comme Lending Club, qui sont pour l'instant minoritaires, est-ce qu'eux aussi peuvent prendre de l'importance par la suite, dans les prochaines années? Vous me parlez de celui qui fait les prêts aux personnes plutôt, c'est ça? Oui, mais il fait des prêts plus élevés aussi, je pense. Alors, en matière pour une entreprise, elle a besoin de confiance, elle a besoin de stabilité, elle a besoin de bien connaître son actionnaire. C'est pour ça que la bourse, je vous dis, n'est pas un système qui marche si bien que ça, parce qu'ils ne connaissent pas leurs actionnaires changent pratiquement toutes les semaines. C'est un marché qui est devenu très compliqué. Bon, mais un entrepreneur, reprenons une entreprise, reprenons Diana, il avait la chance de connaître les deux banques. Bon, elles avaient leurs défauts, mais au moins il avait deux interlocuteurs. D'accord ? Le problème de la dispersion, s'il avait à la place de ces deux banques ce qu'on appelle des fonds de CLOs. Un fonds de CLOs, c'est un fonds de collateral loan obligation, dans lequel vous pouvez mettre des dettes de leverage loan. Tout dépend du gérant. On en revient toujours là. On connaissait les deux banquiers. Il y en a un qui est parti de la banque du Royaume-Uni, mais l'autre, on le connaissait, même s'il n'était pas un bon interlocuteur parce qu'il n'a pas été sympathique dans sa manière de négocier, entre guillemets. Il défendait mal même ses propres intérêts. Mais on savait à qui s'adresser. Le pire du monde pour un entrepreneur, c'est un monde virtuel. C'est-à-dire c'est un monde où son crédit est traité sur le net et il ne sait pas qui est derrière. Parce que tant que ça va bien, ça va bien. Mais le jour où ça va mal et qu'il faut avoir une discussion, si la personne a une société internet comme Leasing ou quoi, qui a pris la recédée par derrière à un autre, je vais vous donner un exemple. Prenez comment fonctionnent les domain names aujourd'hui. Vous savez que c'est votre génération, c'est pas moi. Moi, j'apprends les b.a.-ba et je comprends pratiquement rien à ça. Mais un domain name, vous savez très bien que si vous achetez par exemple essec.com, si vous ne renouvelez pas votre essec.com, d'accord, eh bien, ça tombe dans le domaine public. Et là, ça part dans un circuit diabolique où il y a plusieurs intervenants américains qui reprennent ces trucs-là, puis après, ils en font de la mayonnaise, ils le revendent à un escroc et vous êtes mort. Parce que l'escroc, son métier professionnel, ça va être de lui garder essec.com pendant 20 ans et ça va être un gros problème pour vous. Bon. Donc, c'est la même chose pour le crédit, c'est-à-dire que si c'est ce que j'appelle un fonds de dette, par exemple 3i, prenons le 3i qui était un des grands fonds de private equity, aujourd'hui c'est plus un grand fonds de private equity, d'abord c'est devenu tout petit, ça me paraissait grand il y a 20 ans, maintenant c'est petit, et en plus leur métier principal c'est la dette, d'accord ? Mais s'ils font de la dette par exemple à Diana, je saurais que c'est 3i, et donc je peux toujours téléphoner, c'est un monde réel, c'est 3i, c'est en Angleterre, et on ira voir, on aura discuté s'il y a un problème. Donc, tant que la dette restera dans des fonds ou bien dans des banques ou dans des institutionnels avec lesquels on peut un jour parler, ça ira bien. Le jour où, et on l'a vu parce qu'en 2007, il y avait tellement de titrisation qu'en fait,
il y avait certaines dettes où il y avait 250 teneurs de dettes. Nous, on a eu la chance qu'ils ne puissent pas la placer, les 450 millions. Ils ont été scotchés parce que la crise, et donc ça a été notre baraka, si je puis dire. Mais si ils l'avaient syndiqué, ils l'auraient donné peut-être, je ne sais pas, par bout de 5 millions, 10 millions, parce que les banquiers, ce qu'ils aiment, c'est garder ce qu'ils appellent l'underwriting fee. Donc sur les 400, vous avez vu 25 millions dans la première slide, le prix de l'entreprise, 710, les frais de structuration, 25. Dans les 25, vous en avez peut-être 15 ou 18 pour la banque. Donc pourquoi je suis une banque, pourquoi je ne garde pas les 15 ou 18 et puis pouf, je refile le risque à un copain. C'est toujours ce qu'ils aimaient faire à cette période-là, d'accord? Et donc le risque, il partait dans ce qu'on appelle le shadow banking. Eh bien, le shadow banking, même moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait shadow banking, mais c'est shadow banking si c'est ce qu'on appelle un véritable holder, quelqu'un qui, à un moment, garde le risque. Mais si le risque, il tourne exactement comme le risque action en ce moment, c'est-à-dire je suis un hedge fund, je fais de l'arbitrage, etc., bah, l'entrepreneur, il ne peut pas travailler, parce que si, je vous dis, il a véritablement un problème un jour et qu'il veut voir qui tient sa dette, voilà, elle ne peut pas être arrivée justement dans les mains, je reprends mon histoire, d'un escroc qui aurait acheté Essec.com. Voilà. Enfin, je suis un peu imagée, mais on est dans une période où on est entre deux mondes, un monde virtuel, un monde réel, et il ne faut pas perdre de vue que le monde réel existe encore, voilà, tant qu'on a la chance de l'avoir.